Et bonjour à tous. Voilà, regardez un petit peu la vue depuis Saori. L'intérieur de Saori, on a une vue imprenable sur le Stromboli. Qui est, alors j'espère que vous le voyez, hein, mais si vous ne le voyez pas, il est droit devant. Voilà, bah écoutez, on va se mettre un petit peu de musique. On est de nouveau à bord de Saori. On fait cap sur Vibo Valentia, Hipponion, en grec. Et voilà, il nous reste une vingtaine de milles, on a encore un petit peu de temps. La GoPro a rechargé, du coup j'en profite, on va se faire une petite vidéo. Aussi beau soit-il et aussi paisible soit-il, on est quand même dans un endroit assez particulier, hein. On rentre, on va arriver dans un endroit particulier, notamment après le cap qu'on voit là-bas. Alors je ne vois toujours pas de Sicile, je suis très triste. Pour l'instant pas de Sicile, alors que pourtant normalement on devrait dessiner quelque chose, puisque là-bas ça doit être Tropea, donc logiquement la Sicile ne doit pas être très loin derrière la brume. Nous pour l'instant on profite du Stromboli. D'ailleurs on voit aucun autre volcan d'ailleurs, parce qu'il y en a quand même une petite palanquée, et on devine à peu près des choses, mais pas grand chose. On voit rien pour l'instant, à part notre beau Stromboli et notre belle Calabre qui est juste en face de nous. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc je me suis dit un petit peu de lecture là, ce bouquin qui m'accompagne là, qui est quand même assez précieux, notamment durant mes dernières naves là en Italie du Sud, hein, puisqu'en Italie du Nord, bon, les navigations en soi sont assez simples du point de vue de la mer, quoi. Et après, du point de vue de l'organisation des ports, etc., au début c'est simple, et puis plus vous descendez, plus ça devient compliqué. Donc c'est pour ça qu'au final, Navili qui peut être intéressant, au final, qui au début me suffisait largement à préparer mes navigations, finalement je trouve ce livre de bien meilleurs conseils, puisque il y a des conseils bien détaillés, ils sont allés partout. Donc ils ont une vraie expérience dans ce bouquin. Alors ce bouquin c'est quoi? Regardez, je vous le montre. C'est Rod et Lucinda Heikel qui l'ont écrit. Et c'est l'Imrei, Vagnon Imrei de l'Italie, version française. Voilà. Donc si vous allez dans un autre pays, je vous les conseille, ils sont pas particulièrement précieux. Ça fait office de pilot book et de bloc marine en même temps, quoi. Donc c'est assez agréable, qui plus est, on verra qu'il y a pas mal de commentaires supplémentaires. Voilà, écoutez, on est parti, on va se mettre directement à l'ombre. Hop, on s'accroche. Voilà, comme ça je peux bien surveiller. Regardez, on a un beau Stromboli juste là, et puis je peux surveiller devant si jamais il y a des choses qui arrivent. Alors je baisse la caméra, désolé pour les bruits horribles. Au moins vous voyez quelque chose. Normalement là ça devrait être pas trop mal cadré. Alors du coup, Vibo Valentia, voilà, donc comme je vous disais, ça fait office de bloc marine dans un premier temps. Vous avez tous les ports qui sont répertoriés, les approches, etc., les amarrages, les téléphones, etc., bon, qui peuvent changer par rapport à l'impression du bouquin, mais tout le reste, même les ensablements, etc., tout reste vraiment très utile. Là, il y a Tropea, on regarde pas, ça sera la surprise pour la prochaine fois. On regarde pas les photos, du moins. Et alors on va arriver à ce qui nous intéresse, donc détroit de Messine, Reggio Calabria, blablabla, Sicile. Voilà, moi je voulais vous faire un petit peu de lecture, écoutez. Je pense que tant que c'est de la lecture, vu que vous voyez rien, je vais vous mettre comme ceci. En plus de ça, il y a moins de soleil, donc c'est parfait, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Toujours pas malheureusement de vie à la surface, et Dieu sait qu'on a une belle visibilité. Alors on va voir s'ils en parlent d'ailleurs. Je
je sais pas comment vous mettre pour que ça soit agréable pour vous. Vous excuserez d'avance. Le principal, c'est ce qu'on va raconter. Alors, histoire. L'histoire de la Sicile est riche et diverse. Elle est rythmée par des vagues successives d'envahisseurs qui occupèrent l'île et imprégnèrent de cultures différentes dont le mélange souvent fascinant et unique donna par exemple l'architecture arabo-normande au Moyen-Âge. Le nom de l'île vient d'une petite tribu du continent, les Sicèles, qui émigrèrent dans l'île vers 1000 avant Jésus-Christ. Les colons grecs arrivèrent peu après. D'accord? Donc c'est toujours vers moins 700, etc. Donc après les Grecs. Les premiers Grecs étaient des Chalcidiens d'Elvia. Ah, Elvia, bah c'est la tour qu'on a dû rater parce qu'il n'y avait que la tour et qu'on n'a pas pu y aller parce que c'était mal desservi malheureusement et que c'était trop loin en trottinette. Qui fondèrent Naxos vers 735 avant Jésus-Christ. Les Corinthiens arrivèrent à leur tour et fondèrent Syracuse, qui allait devenir la plus grande cité de la Magna Graecia. Donc c'est la Grande Grèce. Pendant que les Grecs continuaient de coloniser la Sicile par l'est et le sud, les Phéniciens s'emparaient de l'ouest. Donc voilà, il y a un des trucs qui est dit en Sicile, c'est que aussi, on sait que l'Italie, qui a été unifiée il y a peu de temps, on sait que eh bien avant il y avait des régions et chaque région avait des rois, etc. et régnait sur toutes leurs contrées. Mais la Sicile est une des régions qui n'a jamais connu de roi. Il n'y a jamais eu de royaume de Sicile. Voilà. Contrairement à pas mal de régions d'Italie, qui chacune des régions presque actuelles d'Italie était quasiment régnée par des rois avant l'unification. Bien avant. Je regarde, le drapeau à 3 jambes est encore souvent utilisé de nos jours comme drapeau national de la Sicile. La puissance romaine grandissante commença d'entamer après les Romains. Pendant la seconde guerre punique, Syracuse s'allia avec Carthage. Ayant battu les Carthaginois, les Romains mirent à sac Syracuse et détruisirent une grande partie des monuments grecs. Aïe aïe aïe, non! Dommage. La Sicile commença à décliner sous l'occupation romaine et beaucoup de terres furent attribuées à latifundia, à de grands propriétaires absentéistes et cultivés par des esclaves. Okay. Et les chrétiens commencèrent à arriver à 100, en la naissant. Désolé pour les mouvements de caméra, je suis obligé de surveiller devant. Je vois qu'il y a encore du plastique qui flotte là-bas. On est au moteur, donc je dois faire absolument attention qu'il n'y ait pas de cordage flottant. Donc après les Normands, les Espagnols, Garibaldi et la mafia. Tiens, la mafia, tiens, j'avais lu tout à l'heure, c'était intéressant. Le mot mafia viendrait d'un mot arabe signifiant refuge. Il fut utilisé pour la première fois pendant la conquête arabe lorsque les Siciliens se réfugièrent à l'intérieur des terres dans des endroits secrets et devinrent des bandits. La mafia, organisation protégeant les faibles et les pauvres, perdura sous l'occupation normande jusqu'à la période espagnole où elle progressa et commença à avoir des occupations moins reluisantes. La mafia se spécialisa dans la protection entre guillemets et le chantage. La loi du silence, l'omerta, a assuré sa survie et son expansion. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc c'est vrai qu'au tout début, j'avais vu un reportage aussi là-dessus. Les balbutiements, la naissance de la mafia, c'était vraiment au final contre un peu l'oppression qu'il y avait pour un petit peu protéger C'était de la résistance quoi, un peu. C'était vraiment, voilà, c'était vu comme de la résistance en soi. Oh non, les pubs, au secours. Conditions météorologiques. Côte Nord.
Les vents d'été dominants sont nord-ouest. Le vent se lève le matin et souffle à force 3-4, puis se calme la nuit. Il vient parfois du sud-ouest et lorsque l'on se rapproche du détroit de Messine, il peut souffler nord-est. Un faible courant d'au moins 1 nœud porte vers l'est, mais est facilement inversé par de forts vents contraires. Par vent fort ou coup de vent de nord, une grosse houle arrive sur la côte nord, en particulier autour du Capo San Vito. Détroit de Messine, voire détroit de Messine, on verra plus tard. Côte est, donc c'est là où on va aller. Le vent normal est une brise de mer de sud-sud-est. Il se lève le matin et souffle au crépuscule et souffle jusqu'au crépuscule. À environ force 4-5. Souvent, il ne tombe pas, mais souffle toute la nuit. Les vents de nord-est sont également fréquents et sont accompagnés d'une mer plus agitée que à quoi on pourrait s'attendre. Donc méfiance dès qu'on sera évidemment de l'autre côté, passé, notamment quand on sera passé côté est de la Sicile, c'est-à-dire dans la mer Ionienne, quoi, au final. Et parce que là on récupère des gros vents du Ponente, Levante, etc. Et ils sont accélérés par la forme de la Sicile, de ce que j'ai vu pour l'instant, hein. Donc c'est ce qu'on est en train d'apprendre justement. Et donc ça me confirme. Par contre ils disent aussi que souvent ils ne tombent pas mais soufflent toute la nuit. Voilà, et ça c'est pas très... Voilà, ça il va bien falloir faire attention, bien surveiller nos forecasts, plusieurs forecasts au maximum, voir ce qu'on peut, parce que l'idéal c'est quand même que ça tombe la nuit, comme ça quand on arrive et qu'on s'amarre, il y a moins de vent. Naviguer pas cher en Sicile, donc là il y a plein de ports conseillés. Nourriture et boissons. Parmi les spécialités, attendez, ce que je vais faire pour moins gueuler. Ah, je suis content. C'est dommage parce qu'il y avait du beau soleil jusqu'à tout à l'heure. On a pu faire de belles lumières pour la vidéo, mais j'étais en train de cramer, donc là au moins c'est agréable. J'espère que c'est agréable pour vous aussi, hein. Là on est en caméra embarquée. Et on continue. Donc nourriture et boissons. Parmi les spécialistes de la cuisine sicilienne figurent tous les fruits de mer, les légumes comme l'aubergine, les haricots et les sucreries. Il existe aussi quelques plats de viande typiques comme les involtini à la siciliana, tranches de viande roulées autour de farces de jambon. Saucissons, fromage, chapelure et oignons cuits au charbon de bois. On trouve encore le falso magro, une viande roulée farcie de saucisses. Oh là là, la viande farcie à la saucisse, hein, c'est pour vous dire l'ambiance. Jambon, œufs durs et oignons. What? Voilà de la protéine, il y en a là. Cuite dans de la sauce tomate. Mais contrairement aux fruits de mer, la viande n'est pas le meilleur plat de la cuisine sicilienne. Je sais pas trop quoi vous filmer, je suis désolé. Je vais me mettre un peu comme ça, on va voir si c'est mieux pour vous. Les légumes introduits par les Sarrasins, aubergines, pignons, haricots, artichauts, sont plus répandus que dans la cuisine du reste de l'Italie. On pêche le thon, l'espadon, blablabla. Bon, il y a du poisson, évidemment, tous les poissons classiques. Orange, citron, tangerine, pamplemousse et melon sont cultivés sur les pentes et les plaines fertiles autour de l'Etna, ainsi qu'un fruit japonais appelé respole. La Sicile est aussi très réputée pour ses pâtisseries et ses glaces. C'est d'ailleurs l'endroit où sont nées la glace et la cassata, le dessert national, probablement encore d'influence arabe, et la cassata à la siciliana, une génoise avec des fruits confits. Jamais entendu parler de ça. Cassata, je sais pas si ça vous parle.
Bon, après ça parle des vins, blablabla, blablabla, les vins et tout et tout. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Alors côte sud, côte ouest, ça on n'a pas besoin. Et hiver, je suis en train de lire ça. Pour toute la Sicile, les coups de vent sont le plus souvent occasionnellement ils peuvent être de nord-est, il gregale. Au printemps et en automne, le sirocco peut également souffler assez fort et l'humidité qu'il emmagasine en passant sur la mer depuis l'Afrique plonge la Sicile dans une moiteur soporifique. Écoutez bien, on dit que si le sirocco souffle plus de 3 jours, tous les crimes passionnels inexplicables sont excusés. Eh ben, c'est beau. C'est beau la Sicile. Donc là encore, on a plein d'informations, route. On a le guide des ports et des mouillages avec tous les prix. Une indication sur tous les prix. Là, on va passer toute la Sicile. J'avais vu que c'était 286, je crois. Voilà. Isola di Stromboli, les îles éoliennes. Je vérifie encore devant. Ah, par contre, on va se faire strike là. Donc on va couper la musique parce que la harpe, j'imagine que ça passe, mais après les autres musiques, je vais me faire striker. Alors, donc les îles éoliennes. Cet archipel, également appelé les îles Lipari, d'après le nom de l'île principale, se trouve à 35 000 des côtes de la Sicile. Les îles sont en fait des volcans dont 2 sont toujours actifs, le Stromboli et Gran Cratere sur Vulcano. Donc c'est les 2 que je compte faire notamment. L'archipel compte 7 îles, donc Stromboli, Panarea, c'est celle-là, Panarea c'est la petite entre les 2, mais on ne peut pas s'y arrêter. Filicudi, Alicudi, Salina, Lipari et Vulcano. Les îles sont habitées depuis très longtemps. Elles furent la proie tour à tour de pirates et de colons depuis les Carthaginois jusqu'aux Espagnols. Le musée de Lipari, musée Eoliano, abrite de nombreux beaux objets appartenant aux différentes époques. Ah, bah c'est bien, il faut qu'on aille à Lipari du coup. Les îles doivent leur nom à Éole, le dieu des vents. Il envoya à Ulysse les vents contraires enfermés dans un sac, mais en approchant d'Ithaque, ses marins l'ouvrirent, croyant y trouver un trésor, et Ulysse s'éloigna à nouveau de sa patrie. Alors, bien qu'il n'y ait aucun abri complètement protégé, il y a suffisamment de ports de mouillage abrités des vents dominants d'été pour naviguer dans l'archipel. Stromboli, Panarea, sont toutes des réserves naturelles. Il n'y a pas encore de réserve marine, mais les mouillages pourraient être concernés à l'avenir. Pour plus d'informations sur les règlements en vigueur, blablabla. Ok, très bien. Devant, on n'a toujours rien du tout. Est-ce que je vous mettrai pas le Stromboli comme ça et moi je parle à côté un peu, même si vous ne pouvez rien voir. J'ai peur que vous m'entendiez mal, quoi. J'ai peur que vous ayez des vibrations, que vous m'entendiez mal. Je pense que c'est la mauvaise idée, la mauvaise bonne idée. On continue. Isola di Stromboli. Ce volcan actif, probablement le plus vieux phare au monde, est surnommé le phare de la Méditerranée depuis l'Antiquité. Il guida Ulysse vers les dangereux tourbillons de Caribe et Scylla et me guida moi-même une nuit d'hiver jusqu'au détroit de Messine lors d'un coup de vent. Oh, c'est beau. L'île est d'un cône volcanique haut de 925 mètres. On parle du truc qui est juste en face de vous, dont l'activité est presque ininterrompue. Bon, moi, depuis que je le vois de loin, j'ai vu un tout petit nuage grisonnant mais microscopique, et depuis plus rien. Donc à voir. À la différence du Vésuve et de l'Etna, le volcan se libère peu à peu, comme une soupape de sécurité,
au lieu d'emmagasiner de la pression jusqu'à une grosse éruption. De petits morceaux de pierre ponce flottent autour de l'île, assez loin en mer. Et au nord-ouest, une coulée de lave, la Sciara del Fuoco, ou flot de feu, va jusqu'à la mer. Ça, on le voit très bien sur Google Maps. Et c'est d'ailleurs toute la zone qui est interdite. La zone nord-ouest, si on veut faire le tour de l'île, il faut faire un grand détour. Pendant l'Antiquité, le Stromboli était l'une des portes maritimes de la Méditerranée, point de repère immanquable qui guidait les bateaux vers le détroit de Messine. Après, il y a un texte de Homère, l'Odyssée. Donc Strabo mentionne lui aussi le volcan dans sa géographie et de nombreux voyageurs de passage en Italie en firent autant par la suite. On peut faire l'ascension du volcan, mais c'est assez dur. Surtout la dernière partie constituée de scories pointues, prendre de bonnes chaussures, et en été il fait très chaud. Prévoir de l'eau et un chapeau. J'ose même pas imaginer, hein, vu la chaleur qu'il fait déjà maintenant. Et en plus on est sur l'eau. Il y a 2 mouillages médiocres devant les villages de San Bartolomeo et de San Vincenzo. Ils ne conviennent que par temps calme et au moindre signe de mauvais temps, il faudra lever l'ancre. Voilà, nous on va s'accrocher à une bouée qui est pile dans cet endroit-là, donc on va vérifier notre météo et si le temps est mauvais, ben, on ne pourra pas y aller. Donc après ça parle des autres, etc. Alors le triangle des éoliennes. Je vérifie ma batterie. On est bien, on est bien. Donc le triangle des éoliennes, de même que les Caraïbes ont leur triangle des Bermudes, la Méditerranée a son triangle des éoliennes. En effet, on rencontre dans le triangle que forme Ustica, près de la côte sicilienne, les îles éoliennes jusqu'au continent et le détroit de Messine, un mauvais temps étonnamment fréquent. Le troisième coup de vent que j'ai essuyé ici, comme les autres, n'avait absolument pas été prévu. Les prévisions donnaient du sud-est force 3. Son arrivée soudaine venant de nulle part et de nombreux récits de plaisanciers qui naviguent depuis des années en Méditerranée m'ont convaincu qu'il y a bien un triangle des éoliennes. Bon, on y arrive gentiment, on est en train de le contourner gentiment pour l'instant, mais dès les prochaines navigations, on va être en plein dedans. Un de mes amis dans un yacht de 10 mètres a failli faire côte ici dans le mauvais temps, incapable d'éviter l'île de Lipari. Il a réussi de justesse à contourner l'île. Le seul endroit où je me suis retrouvé à sec de toile en Méditerranée pendant 14 heures. Ah ouais. C'est en allant de Stromboli au détroit de Messine. Bien, en mars, avec 50-55 nœuds de vent enregistrés à la station météorologique de Reggio. Eh ben... Un autre ami a cassé sa chaîne l'an dernier, blablabla, blablabla, blablabla. Peut-être les anciens avaient-ils raison, les îles éoliennes doivent leur nom à Éole, le dieu des vents. Dans l'Odyssée, il donne à Ulysse les vents contraires enfermés dans un sac, mais son équipage, curieux, blablabla, blablabla, on l'a lu tout à l'heure. Si, comme beaucoup le pensent, l'Odyssée est un récit d'une des premières navigations en Méditerranée, ces lointains marins ont sans doute maudit par dévers eux ce terrifiant triangle éolien, regrettant d'être jamais venu ici avec ce fou furieux d'Ulysse. Bon, nous, hein, pour l'instant ça va, pour l'instant c'est chill et on surveillera de choper les bonnes fenêtres météo et de rester quand même, quoi qu'il arrive, prudent. Après mars, c'est pas pareil quand même, c'est pas la même période. Mars, souvent en Méditerranée, ça peut être très vite oui, très vite non, quoi. Voilà, bah écoutez, le bateau de Panarea, pardon. Donc là il y a des fouilles, il y a un bateau qui date de 400 avant JC qui est en épave, qui est coulé.
Isola di Lipari, donc là il y a encore pas mal de choses à lire. Dans la ville de Lipari et ses environs, de nombreuses fouilles ont permis de découvrir des restes de tout un éventail de civilisations humaines. C'était quand même des îles pas forcément... Enfin, on va y aller, hein, on va aller voir à quoi ça ressemble, hein, mais bon, on se dirait c'est quand même plus simple de se mettre sur la côte, le long d'un fleuve, etc. Donc c'est quand même fou de se dire à quel point ils maîtrisaient en soi la navigation pour, depuis longtemps évidemment, mais depuis bien plus longtemps que ça, depuis 9000 ans, hein, on sait que ça navigue depuis au moins 9000 ans en Méditerranée, enfin 11 000 ans, puisque c'est moins 9000. Donc depuis au moins 11 000 ans, mais là bon c'est quand même fort, hein, parce que là on sort à peine de l'âge de bronze encore une fois, hein. L'âge de fer, l'âge de bronze. Ah bah ils en parlent, tu vois. Donc je regarde vite fait. Dans la ville de Lipari et ses environs, de nombreuses fouilles, ruines et vestiges appartenant à une douzaine d'époques différentes témoignent du passage de l'homme depuis la préhistoire jusqu'aux Espagnols, en passant par les Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains et Byzantins. Le très beau Museo Eoliano expose de nombreux objets. Bon, il faut absolument que j'aille là-bas. À ne pas manquer, même les réfractaires au musée ne seront pas déçus. Oh là là là, alors moi qui suis fan de ces musées-là en particulier, on va se régaler. La situation des îles qui en fait des étapes sur la route commerciale à travers la mer Tyrrhénienne leur a permis d'être très tôt habitées. Les premiers arrivants des colons du Proche-Orient s'établirent vers 3000 avant JC et prospérèrent grâce au commerce de l'obsidienne trouvée dans les îles volcaniques. L'île fut ensuite habitée par des hommes de l'âge de cuivre et continua d'être une escale importante sur la route du commerce, comme en témoignent les poteries d'influences très diverses venues de partout en Méditerranée. Au XIIIe siècle avant JC, donc là on remonte à l'époque, des colons de l'âge de bronze justement arrivèrent et supplantèrent ceux de l'âge du cuivre. Le commerce semble avoir décliné à cette époque et au 8e siècle avant JC, les habitants ne faisaient guère que survivre. Quand même pas, il n'y a rien de plat, il n'y a que de la roche volcanique. Ici c'est le paradis terrestre, il y a de la bonne terre, meubles, il y a un moment quand même. Alors, en 580 avant JC, l'île fut colonisée par les Grecs de Cnide et de Rhodes. Donc ça c'est côté Rhodes, c'est côté Turquie. Pour combattre les Phéniciens, donc côté nord de l'Afrique, Carthage, et les pirates étrusques, je crois que c'est centre de l'Italie, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qui pillaient régulièrement les îles. La flotte se développa et leur connaissance de la région et des vents leur permit d'acquérir une véritable supériorité. C'est donc logiquement qu'ils devinrent eux-mêmes pirates. Les bateaux de Lipari étaient craints dans toute la zone entre les îles Lipari et le détroit de Messine. Le système politique en place à l'époque à Lipari était une forme de communisme avant la lettre qui semblait bien marcher. Toutes les terres, les maisons, les bateaux et les biens appartenaient à la communauté et étaient redistribués tous les 20 ans à l'occasion d'énormes fêtes. De même, lorsque les bateaux pirates rentraient, le butin était partagé de manière équitable. C'est des white pirates. C'est des pirates avec le drapeau blanc. Mais en tout cas, forcément, ici, c'était un passage un peu obligatoire si on voulait pas faire le tour de la Sicile. Donc forcément, hein, de toute façon, de manière générale, les pirates, que ce soit de l'époque ou d'aujourd'hui, ils sont toujours dans des passages un peu obligatoires, contraignants, que ce soit des détroits, des deltas, des mers fermées, etc. Enfin, mers fermées, non, mais comment on appelle ça? Tout ce qui est détroit et canaux, etc. Alors, on continue. Le déclin commença avec l'ère romaine, Lipari s'allia avec Carthage.
pendant les guerres puniques et Rome envoya une flotte pour prendre l'île. Les îles furent ensuite négligées, partageant le sort de la Sicile et déclinèrent. Au XXe siècle, de nombreux habitants émigrèrent en Australie. Bon, bref, très intéressant. On continue. Voilà, et on va s'approcher de la fin. Je voulais finir avec un truc intéressant. Isola di Vulcano, plus au sud des éoliennes, et pour de nombreuses raisons, la plus étonnante. Elle est formée de cratères éteints qui surgirent de la mer en nanana et d'un cratère actif en moins de sens, ça vous intéresse. Elle est séparée de Lipari par un chenal étroit, 800 mètres de large, Bocche di Vulcano, qui est franc. Les points culminants de l'île sont au sud, le monte Saraceno qui est à 481 mètres et le monte Aria qui est à 500 mètres. La majeure partie de l'île est désolée, composée de tufs érodés par le vent en forme fantastique. L'extrémité nord de l'île est dominée par le grand cratère, un cratère actif qui a toujours le même aspect que lorsqu'il a surgi lors des éruptions de 1888 et 1890. C'est vraiment un endroit étonnant avec ses bassins de boue bouillonnante et ses sources minérales chaudes dont les bulles montent du fond de la mer. Ah, c'est donc là-bas alors que ça se passe, ce truc-là. Lorsqu'on se baigne, on peut choisir sa température en s'approchant ou en s'éloignant d'une des nombreuses sources. Attention, des jets brûlants peuvent survenir brusquement, même dans une zone tiède. Il y a quelque chose de lunaire dans le paysage. L'impression est encore renforcée par la vue des nombreuses personnes en surpoids qui viennent s'enduire de vases grises chaudes, reconnues pour ses effets thérapeutiques. On finit par s'habituer à voir des obèses enduits de boue argileuse, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, craquelés, descendre en dandinant vers la mer. Bon, hein, c'était d'une autre époque, hein, je pense qu'aujourd'hui on ne dit plus ces choses-là. mais bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, il y a des bains de boue, quoi, on s'en fout après. C'est fou comme la vie, la société change hein, sur ces choses-là. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça, surtout dans un bouquin comme ça. Hein. Bref. Ou alors le spectacle doit être incroyable, je ne sais pas, mais on verra, je ne pense pas. Ah bah les fameux bassins de boue, ça donne pas du tout envie, là sur la photo. Voilà, et après il y a le détroit de Messine et Caribe et Silla, c'est les deux trucs que je voulais lire pour finir. Je regarde juste combien il me reste de batterie, il me reste de quoi finir, c'est parfait. On va aller boire un petit coup parce qu'il est important de s'hydrater. J'ai déjà doublé la crème solaire, donc il n'y a plus rien à faire là. Je regarde de temps en temps le Stromboli, là je vois qu'il y a un peu de fumée, je sais pas, il va falloir se rapprocher quand même. Hein. Et je vais surtout me renseigner parce qu'au final, je voulais lire ce bouquin notamment pour avoir des renseignements sur les éruptions du volcan et apparemment il n'y en a pas, ou alors on n'a pas lu la bonne chose, mais de toute façon on se renseignera directement sur place, ça sera normalement bien plus efficace. Alors on continue, je continue à surveiller devant, hein. Désolé pour la caméra, je sais que beaucoup de gens se plaignent, mais là l'idée, au pire hein, vous écoutez ça en podcast, hein. De toute façon il n'y a que ma voix qui est intéressante hein, pour le coup. Alors, détroit de Messine, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Stretto di Messina. Et pendant tout ce temps, dans la peine, blablabla, Babor Silla, blablabla, l'Odyssée, livre 12. Le détroit de Messine sépare la Sicile de la botte italienne et est emprunté par de nombreux yachts qui font la route vers les îles Ioniennes. Ah bah c'est exactement ce qu'on fait. Donc à son entrée nord, il fait à peine 1,5 mille de large, mais c'est ridicule, 1,5 mille, non c'est pas possible. Pourquoi on voit toujours pas la Sicile? Je comprends pas, attendez, je regarde ma carte. 1,5 mille.
Voyons voir. Tac, je vais remettre de la luminosité. Ah ouais, alors oui, c'est vrai que c'est petit. Hein. Putain. Donc ouais, 2000, 1,5 000 à 2000, notamment pendant 4000 quoi. Donc pendant 1 heure, c'est court quoi. Et là, c'est le courant quoi, surtout, notamment qu'il va falloir bien gérer. S'il y en a à cette période, etc. Je vois qu'il y a des petites Navionics pourra m'aider pour les hauteurs d'eau, donc c'est très bien. Combien il y a de marnage? Oh, il y a 10 cm de marnage en ce moment. Et là, ah, c'est une mer, c'est une marée. Ah, ça a un nom. Oh, ça fait longtemps, hein. C'était des vieux cours, ça. Mais ça a un nom, c'est une marée qui est sur. Donc, c'est une marée, c'est sur 12 heures, on va dire. Et là, il y en a eu. Les premières 12 heures vont être par exemple avec un grand marnage. Et les deuxièmes 12 heures vont être avec un marnage plus court. Et après, ça repart sur un grand marnage. Bon, et le grand marnage maximal, c'est 20 cm. Hein, même pas. Donc, bon, au niveau du marnage, ça va. Ce qui veut dire peu de différence de hauteur d'eau signifie aussi peu de courant de base. Hein. Et après, on va voir au niveau du courant méditerranéen qui est encore autre chose comparé au courant de marée. Hein. Il y a plusieurs courants. Hop. Et hop. Voilà. Bon, on continue. Donc c'est bien ça. Donc c'est court quand même. Hein. Entre le cap Peloro et Torre Cavallo. Tandis qu'au sud, il atteint 7,5 milles de large entre Capo Scaletta et Punta Pelaro. Les bateaux peuvent s'abriter à Marina Nettuno, à l'entrée de Porto Messina, ou à Reggio di Calabria, en face sur le continent. Bien qu'il y ait de fortes marées et des tourbillons, il n'y a normalement aucun problème pour passer le détroit. La phrase n'a aucun sens. Les rafales descendent des hautes terres de chaque côté du détroit et peuvent poser plus de problèmes que les courants de marée. Donc il y a un effet, j'imagine, Venturi entre les deux vallons, quoi. Selon les propres termes des instructions nautiques, les courants et les tourbillons, célèbres depuis l'Antiquité, nécessitent une certaine prudence lorsque l'on traverse le détroit. Et de plus, près des hautes terres de chaque côté du détroit, les bateaux peuvent être exposés à de violentes rafales descendant des vallées, avec une force telle qu'elles peuvent parfois gêner des cargos. Wow. Bon, évidemment, il y a conditions et conditions. Ce qui va justement c'est pour ça qu'on prépare les fenêtres, etc. Nous, on se renseigne et tout. Mais j'imagine, voilà, c'est comme le cap Créus. Moi, quand j'ai passé le cap Créus, qui est un cap redouté, redoutable, etc. Moi, les conditions, elles étaient presque comme là maintenant. Donc, on va évidemment essayer de passer les endroits les plus délicats dans les conditions les plus optimales, hein, sans forcément que ça soit pétole. Mais en tout cas, dans des conditions idéales. Évidemment, quand ça commence à se gâter dans des endroits comme ceux-là, comme le cap Créus, comme la Corogne, comme le cap Lizarde, comme le cap de Sagresse, comme le cap de Messine, bon, bah, c'est des endroits où forcément tout se décuple, quoi. Par contre, ces histoires de tourbillons, il va falloir qu'on m'explique. Ah bah, c'est expliqué en dessous, parfait. Approche. Depuis 2008, une zone de séparation de trafic, donc les fameux DST, est en place. Tous les navires doivent veiller en VHF canal 10 ou 16. Les navires dans cette zone ont priorité sur les petits bateaux. Si possible, les bateaux de moins de 20 mètres doivent rester dans la zone de navigation côtière. S'ils ont l'intention de traverser le détroit, le faire au niveau du rond-point avec le trafic des ferries. Le rond-point. Ah, je vois un rond-point là, tiens.
Je vois exactement le rond-point. Il est entre... C'est quoi le nom ici? C'est Reggio déjà ou pas? Non, c'est au nord de Reggio jusqu'à Messine. Ok. Très bien. Et c'est là où d'ailleurs vont passer toutes les navettes, etc. J'imagine également. Avec le trafic des ferries, voilà. Notamment. On vient d'en parler, on vient de l'évoquer. Donc informez la zone de séparation du trafic si vous souhaitez rentrer dans un point quelconque de la zone. Les bateaux qui gêneraient les navires de commerce peuvent être condamnés à payer une amende. L'approche par le nord est franche de jour comme de nuit, mais il faut faire attention au trafic maritime dense dans le détroit. Capo Peloro est débordé par un haut fond sous moins de 5,5 mètres d'eau, mais sinon le chenal est profond et exempt de danger et ne présente aucune difficulté qu'on entre ou qu'on sorte du détroit. Très bien. Alors, courant de marée et tourbillon. Les forts courants de marée susceptibles de poser des problèmes aux petits yachts ne se produisent qu'en vives eaux et n'atteignent une vitesse appréciable que dans la partie la plus au nord du détroit, la plus étroite, entre Punta Pezzo et Capo Peloro. Le courant peut atteindre 4 nœuds en vives eaux. Mais vives eaux de quoi? Vives eaux de... On va regarder, hein, parce que vives eaux, on va regarder les coefs, etc. Combien on est en ce moment. Mais je vais regarder le coef. Regardez. Donc vives eaux, ça veut dire un coef supérieur à 70, hein, du coup. Je vois qu'il y a des trucs qui flottent, je fais attention. Marée. Alors qu'est-ce que ça dit? Je suis sur un site que je connais pas, parce que Marée Info, c'est notamment, je sais pas s'il y a Marée Info, on va tenter, mais ça serait très bien s'il y avait. Non, il n'y a pas. C'est fou ça, c'est que en Atlantique Marée Info, j'ai l'impression. Alors. Allez, refuser, refuser. Oui, je veux juste savoir le coef actuel. Donc on voit bien que le marnage c'est de 10 mètres. Pardon, 10 cm. Mais je n'ai pas le coef quoi. Bon, on regardera ça, je regarderai ça tranquille. C'est quoi? C'est des casiers, hein, c'est bien des casiers là pour le coup. Donc on surveille, il y en a 3 là et après par la suite j'en vois plus. On continue rapidement. Donc le courant peut atteindre 4 nœuds en vives eaux, mais il diminue rapidement au nord et au sud de cette section étroite. Cependant, j'ai rencontré un faible courant, environ 1 nœud jusqu'au Cabo del Armi et Taormine. Donc c'est vraiment jusqu'à la sortie du détroit quoi. Par conditions normales, le courant portant au nord commence à environ 1h45 avant la marée haute à Gibraltar. Le courant portant au sud commence à 4h30 après la marée haute à Gibraltar. Ça c'est parfait, comme on va évidemment, on se renseignera avec d'autres, on croisera avec des infos locales, mais c'est très intéressant ça de savoir justement à quel moment est l'étal quoi, pour pouvoir passer à l'étal dans l'idéal. Donc les courants de marée dans le détroit sont provoqués par la différence entre les heures de marée haute et les heures de marée basse dans la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne. Ah, c'est pour ça qu'elle est peut-être différente, hein, qu'elle est moins ample à un certain moment que l'autre.
de sorte que chaque jour lunaire se crée 2 fois par jour une pente maximum vers le sud et 2 fois par jour une pente maximum vers le nord. Des vents forts contraires peuvent réduire la durée du courant de marée et à l'inverse, des vents forts soufflant dans la direction du courant peuvent le renforcer et l'allonger sur la durée. C'est intéressant ça, hein? Le courant portant au nord porte localement le nom de montante et le courant portant au sud celui de scendante. La mer Tyrrhénienne est plus chaude et moins salée que la mer Ionienne, et la différence de densité entre les deux mers crée un courant portant au sud en surface et portant au nord à environ 30 mètres de profondeur. À chaque changement de marée, il y a une brève étale suivie d'un ou plusieurs mascarets. Donc vous voyez, donc mascarets, c'est ces petites vagues, je crois, continues là. Donc au final, passer à l'étale n'est peut-être pas la meilleure des solutions, parce que c'est peut-être là où il y a justement le plus de tourbillons. On va lire ça avec attention. Donc à chaque changement de marée, il y a une brève étale suivie d'un ou plusieurs mascarets ou talis, provoqués par la différence de densité, justement, qu'on vient de lire, entre les mers et par la configuration sous-marine particulière du détroit. Donc vous avez bien compris, il y a une eau qui est plus salée que l'autre, donc la densité n'est pas la même, un petit peu comme de l'huile et du vinaigre. Alors, voilà, attention, hein, on vulgarise énormément. Et donc l'une passe en dessous de l'autre et on va avoir un courant qui passe, donc celui qui, portant du nord, le montante, attends, c'était où que c'était écrit? La mer Tyrrhénienne, donc est plus chaude et moins salée, donc c'est là où on est, que la mer Ionienne. Différence de densité entre les mers crée un courant portant au sud en surface et un autre portant au nord à environ 30 mètres de profondeur. D'accord? Donc c'est dans notre sens en surface. Dans la partie étroite du détroit, les talis s'accompagnent de remous et de tourbillons qui peuvent être gênants pour les petits yachts. Lorsque le vent souffle contre la marée, une mer courte se forme avec de hautes déferlantes et avec les remous et les tourbillons formés, il ne fait pas bon de se retrouver là en bateau. Les remous sont appelés bastardi, pas besoin de traduire, ou refoli, et se produisent la plupart du temps dans les secteurs suivants. Ah, parfait. Donc lorsque le courant porte au nord, donc il y a tous les endroits, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Juste après les talis, les petits tourbillons jaillissent et disparaissent dans le détroit. Ils sont provoqués par l'eau plus dense qui coule et sont accompagnés des zones lisses d'apparence huileuse qui sont en fait l'eau moins dense qui remonte. Il n'y a que 3 tourbillons d'une taille suffisante pour constituer un danger pour les petits yachts. Ils se produisent aux endroits suivants. Très bien, bon, on a tous les endroits, etc. On va bien noter ça sur notre préparation de navigation. Ça va être intéressant, enfin une préparation de navigation sérieuse, ça va être cool. Voilà, ça me fait penser ces espèces de remous, vous savez, où ça fait bain d'huile comme ça, mer d'huile avec des remous ronds. Ça me fait penser notamment au courant qu'il y avait au golfe de Morbihan. Au golfe de Morbihan, il y en avait de partout autour, c'était très impressionnant. Et les bateaux faisaient n'importe quoi. Le Saori, ça allait, hein. Je la maîtrisais correctement, on va dire, et au moins elle allait dans la bonne direction, grosso modo. Mais c'est vrai que certains bateaux faisaient la toupie, c'était assez impressionnant à voir, quoi. Nous, on verra ce qu'il y a. Après, la Morbihan, c'est autre chose comme marnage qui rentre et qui sort. Mais il va falloir se prémunir notamment de ces histoires de tourbillons. Et au moins, ce qui est bien, c'est que là, tous les endroits sont notifiés. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de finir? Non.